Les éoliennes de la mort. Dans ce reportage, réalisé par Il était une fois, nous allons tenter de vous expliquer les arguments principaux des opposants au projet offshore Île-d'Yeu-Noirmoutier. Cette vidéo adopte clairement une prise de position contre le projet éolien offshore. Néanmoins, si certaines personnes qui sont pour le projet éolien souhaitent nous faire part de leur avis et leur connaissance afin d'apporter des contre-arguments à ce reportage, nous sommes tout à fait disposés à les interviewer afin de réaliser une deuxième vidéo sur ce projet, une vidéo qui serait plus positive. Pour commencer, nous allons vous présenter brièvement le projet. Ce parc éolien devrait être mis en service pour 2023. Il aura une superficie de 83 km², ce qui équivaut à environ 3 îles-dieux et demi. Il y aura 62 éoliennes. Chaque éolienne aura une puissance de 8 MW. Et le parc aura une puissance totale de 496 MW. Ce qui va permettre une production annuelle du parc de 1900 GW par heure. Chaque éolienne sera espacée d'environ 1000 à 1600 mètres. Le parc sera à environ 11 km de l'île-dieu et à peu près 16 km de Noirmoutier. Il devrait recevoir 2 milliards d'euros d'investissement. Cette brève présentation est finie, nous allons donc passer au reportage. Il y a 2 ans, il y a une habitante de l'île-dieu qui m'a contactée par Facebook et elle avait vu en fait que je faisais de la lutte anticorruption et elle m'a interpellée en me disant voilà ce qui se passe sur l'île-dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a expliqué en quoi concernait ce projet, les inquiétudes que certaines personnes avaient, certains habitants de l'île-dieu avaient par rapport à ce projet, pour lequel ils avaient très peu d'informations. Sachant que l'ONG pour laquelle j'interviens, qui fait de la lutte anticorruption, n'avait pas été saisie sur des projets éoliens offshore. Voilà. Donc on ne savait pas vraiment s'il y avait de la corruption ou pas. Ce qui m'a amené à être contre le projet, ça a été le débat qui a été organisé en 2015 par la commission du débat national au chapiteau, en fait, ça avait été organisé. J'étais juste arrivé, que j'ai entendu parler de 200 mètres de haut, et j'avais pas compris que c'était la hauteur des éoliennes. J'étais ni contre ni pour, mais je voulais avoir plus d'informations. Et ce que j'ai entendu à cette réunion ne m'a pas forcément convaincu de la nécessité des éoliennes. Ce qui m'a rendu vraiment contre les éoliennes, ça a été au niveau de l'enquête publique. J'ai commencé un peu à me documenter pour savoir ce qui était bien et ce qui n'était pas bien sur les éoliennes. Et au final, on a découvert des choses dans cette enquête publique que le promoteur nous a jamais mentionné dans toutes ces réunions publiques. Donc que ce soit les enrochements sous-marins, les forages, donc il y a 18 000 m3 de résidus de forage qui vont être étalés au fond, il y aura presque 1 million de m3 d'enrochements qui seront mis sur les câbles pour les protéger. Les feux clignotants, on n'en parle pas, mais par 60 éoliennes, ça va vraiment faire sapin de Noël la nuit. Et la surface, il y a des choses qui m'interrogent encore, c'est comme la surface du parc, qui est normalement de 110 km². Et aujourd'hui, on n'en utilise que 82. Donc, est-ce que ça veut dire que ça sera agrandi? Et apparemment, les 6 autres parcs éoliens en France, c'est le même constat. Dans le dépliant de la mairie sur le projet éolien, donc on a trouvé dans nos boîtes aux lettres, il y a une chose sur laquelle, en particulier, je m'interroge, c'est que dans ce papier, comme celui qui l'a précédé, Bruno Noury laisse entendre que si ce projet n'est pas réalisé, l'avenir de l'île est totalement bouché, il n'y a plus de perspective, la survie économique et démographique de l'île est menacée. Bon, moi je vois aucune argumentation à l'appui de cette assertion. Il n'y a pas d'argument très spécifique, quoi. Dans le premier, on disait que ce projet équivalait à une demi-centrale nucléaire. Au final,
Il fait que 500 MW ce projet. Il y a beaucoup de points, c'est des arguments commerciaux de promoteurs éoliens qu'on découvre là-dedans. Donc comme quoi ça va aider contre le réchauffement climatique, ça va fermer les centrales nucléaires. Aujourd'hui en France tout ça c'est faux. Ça on a donné des arguments là-dessus, on l'a prouvé, c'est pas possible. Sinon ça fait longtemps qu'on a eu déjà des résultats probants là-dessus. Après ben voilà, c'est de bonne foi, on veut créer de l'emploi, donc d'accord, on nous dise c'est pour de l'emploi, oui, il faut le faire pour ça. Maintenant, on nous dit côté visuel, ça n'aura pas une grosse incidence par rapport aux immeubles qu'on peut voir sur Saint-Jean-de-Mont ou par rapport au château d'eau, mais ça c'est même pas un bon argument. Si on part dans cet esprit-là, à vouloir faire n'importe quoi pour, soi-disant pour faire de l'emploi, la solution n'est pas bonne. Là encore, on ne nous a pas écoutés. Brice Lalonde l'a dit à la conférence qu'on a organisée récemment, on n'écoute pas les opposants et c'est dommage. Il y a une chose qui me frappe, c'est que mes collègues écologistes ne viennent pas discuter avec les opposants. Et quand on regarde les petits manuels à l'intention des promoteurs de l'éolien, il est dit en toutes lettres, ne parlez pas aux opposants, ça ne sert à rien. Ne parlez qu'à la majorité silencieuse. Et bien, c'est pas bien de la part des écologistes de ne pas vous parler et de ne pas discuter avec vous de la situation. Aujourd'hui, il y a des associations sur l'île Dieu qui ont été longtemps dites opposantes, genre Lieu demain, l'association Aller-Retour. Et aujourd'hui, elles travaillent main dans la main avec la mairie. Et grâce à ces associations, on trouve des solutions. Aujourd'hui, il y a Touche pas à nos îles et Nenni qui sont, oui, opposants à l'éolien. Mais ce qui est dit à un moment dans ce tract, l'histoire des anodes sacrificielles, donc juste pour rappeler, ça désagrège des anodes en aluminium et en zinc pour éviter la corrosion sur les structures métalliques des éoliennes. Donc ça a été abandonné parce qu'il y avait, je ne sais plus combien de tonnes par an qui devaient être dissoutes dans l'eau. La mairie dit c'est grâce à nous on a pesé là-dessus. Oui, peut-être, mais en priorité c'est grâce à qui? C'est grâce à des opposants. Parce que sans les associations comme Nenni ou le collectif Touche pas à nos îles qui n'auraient pas médiatisé cet élément qui avait été découvert, eh ben, on serait comme les 4 autres parcs éoliens en mer, on serait toujours avec des anodes en aluminium et en zinc, avec des barres pêchées qui vont manger là-dedans, des petits coquillages pareil qui ont des patagos qui seraient alimentés en aluminium. Donc voilà, encore un futur scandale sanitaire à venir. Et ça, pour les 4 autres parcs, on en reparlera. Les 6 projets de parcs éoliens, donc ça, celui de l'Île-Dieu et celui du Tréport, même consortium. Donc pour ces 2 projets, c'est là où on a réussi à ne plus avoir les anodes sacrificielles à base d'aluminium et de zinc. Pour les 4 autres, ça reste des anodes à base d'aluminium et de zinc. Donc bon, on n'est pas très loin de Saint-Nazaire. Mais c'est grâce aussi aux opposants. Donc voilà, on peut regretter aujourd'hui que ça, c'est que on a un discours qui est vraiment pro-éolien, qui est même le discours du promoteur, mais qui n'écoute pas les opposants, et qui va même plus loin, qui ridiculise un peu les opposants en disant la baisse possible des prix immobiliers due à l'implantation de ce parc est une préoccupation majeure des opposants au projet, au même titre que l'environnement. Bon, ce n'est pas du tout le cas, ça n'est pas du tout la préoccupation première des opposants. La préoccupation première, c'est le risque c'est l'industrialisation de la mer qu'il y a avec ce projet, et donc qui va abîmer la mer. Alors, ces propos sur la soi-disant préoccupation du prix de l'immobilier des opposants au parc éolien sous-entend que ces opposants sont accrochés à leur patrimoine, sont avides d'argent. Je rappellerai que le paysage, c'est le seul patrimoine du pauvre. C'est un spectacle gratuit, vivant et permanent. Et ça, si on lui enlève, on lui enlève beaucoup, parce que le pauvre n'a rien d'autre qu'à au moins à regarder la beauté du monde.
Aujourd'hui, c'est vrai que le principal argument, c'est le visuel, parce que ça ne sera pas des moindres. Et après, quand on creuse le truc, c'est qu'on se rend compte que ça ne sert à rien en France. C'est que ce projet ne servira en rien à lutter contre le réchauffement climatique. En rien! Sauf à enrichir un peu plus le promoteur éolien, parce qu'au prix aujourd'hui où on rachète cette électricité, il ne faut pas s'étonner qu'au mois de juin 2019, les factures EDF vont augmenter de 6%. Et c'est pas fini, parce que ça, il faut aider aujourd'hui EDF, ça lui coûte très très cher de devoir acheter le mégawatt éolien terrestre à 80 €, et quand il n'y a pas de demande, il le revend au prix spot, donc des fois c'est 30 €, 40 €, et la différence, c'est tous les contribuables qui payent cette différence. C'est prendre le littoral pour une zone industrielle. C'est 62 éoliennes, ça n'a rien à voir avec les petits alignements d'éoliennes qu'on voit sur le continent comme à Bouin. C'est aussi haut, chaque éolienne, et il y en a 62, sont aussi hautes que la tour Montparnasse. Elles sont 6 fois plus hautes que le pont de Noirmoutier, qui fait 33 mètres de haut, et pour la première rangée, elle sera 2 fois plus proche que le pont de Noirmoutier. Pareil, le château d'eau, ancien château d'eau du Culminot, qu'on voit assez bien, les éoliennes seront 3 fois plus hautes et aussi 2 fois plus proches. Donc on est dans des dimensions assez gigantesques. Les hauteurs, donc quand on sait que le grand phare fait 37 mètres, voilà à peu près. Mais la pale fait 80 mètres. Normalement ça c'est en rouge, c'est l'impact fort visuel, en jaune plus faible. Et en vert, c'est négligeable, mais ça sera même nul, normalement on ne devrait pas le voir. Et c'est tellement incroyable ce que vous avez dit sur le permis de construire, la hauteur. Ici, l'autorité de l'environnement, elle veut cacher les vélos pour qu'on ne les voit pas de la côte. Alors que les parkings à vélos des lieux sont un peu cachés. Mais les éoliennes qui sont juste à côté, il y a un côté dérisoire avec cette espèce de parallélisme. C'est vraiment extraordinaire. Pour situer le contexte, le projet est entouré d'une quarantaine de zones naturelles qui ont été inventoriées pour leur caractère remarquable. Le projet est également à proximité de 25 sites Natura 2000 qui sont des zones visant à protéger les oiseaux, les mammifères, les poissons, la flore ou les chauves-souris. À terre, la zone de raccordement est en plein zone Natura 2000 du Marais breton où viennent nicher beaucoup d'oiseaux. En mer, il est à proximité immédiate du secteur marin de l'île-Dieu, où on trouve évidemment des oiseaux marins, et également du plateau rocheux de l'île-Dieu, où il y a notamment des algues, des laminaires et des dauphins. Là, c'est toutes les zones directives à l'habitat, les classements, c'est les classements de Natura 2000 en fait. Donc on voit bien que les projets sont en règle, ils sont pas dans Natura 2000, même si on voit que Saint-Nazaire en est très proche, et l'île-Dieu est entre deux zones Natura 2000. Alors, sur les espèces protégées, que sont les goélands, les mouettes, les sternes, les fous de bassin ou le puffin des Baléares, ça c'est pour les oiseaux. Il y a aussi des mammifères marins, le dauphin commun, le grand dauphin, le marsouin. Alors les impacts environnementaux, il y en aura forcément. On l'a su tout de suite parce qu'il y a une enveloppe qui est dédiée en fait à l'indemnisation par exemple des associations de chiroptères. Donc, les chiroptères, ce sont les chauves-souris. À partir du moment où on prévoit une enveloppe indemnitaire, on en prévoit une indemnisation des associations, c'est qu'il y a des conséquences, c'est qu'il y a des impacts. Et puis il y a une chose aussi qui s'est passée, c'est que le Conseil national de protection de la nature, qui est un établissement public, mais rattaché au ministère de la Transition écologique, eh bien, il a alpagué le consortium chargé de la mise en œuvre du projet éolien là, entre l'île-Dieu et Noirmoutier, en leur disant
vous n'avez pas suffisamment mesuré justement les impacts qui peut y avoir, et en particulier donc les impacts sur la biodiversité par rapport à ce projet. Par exemple, il n'y avait pas d'évaluation chiffrée des populations d'espèces protégées présentes dans le site. Autre exemple très choquant, pour évaluer la gêne du bruit sur les mammifères marins, puisque les bruits trop forts rendent sourds les dauphins ou les marsouins. Donc les études de bruit sur les mammifères marins ont été réalisées pour des expositions au bruit pendant 1 seconde, alors que les forages durent des heures. On imagine très bien, quand on va mettre 62 éoliennes qui font 1/3 de la tour Eiffel, vous imaginez bien, d'abord elles sont ancrées, bétonnées, il faut aussi désenrocher pour pouvoir les installer au fond de la mer. C'est pas du flottant, les gens ne se rendent pas compte forcément, mais c'est de l'éolien ancré. Avec la force du vent, on est obligé de faire un ancrage ciment, un ancrage béton extrêmement puissant pour éviter évidemment qu'il y ait un impact sur le mât. Il faut bien se rendre compte que les travaux qui vont être réalisés dans le fond de la mer, c'est l'équivalent de gros travaux publics. Une photo d'une foreuse pour faire les puits de 25 mètres de profondeur sur 2,20 m, les forages 2,20 m de diamètre sur 20-25 mètres de profondeur, ça dépend. 4 pieux par éolienne, c'est un type tour Eiffel, quoi. Et après on met un tube, on vient mettre le support, la jaquette, c'est ce qu'on appelle la jaquette, tout ça, et on coule du béton autour. Donc il y a quasiment autant de volume de béton que d'extraction de sédiments, donc environ 18 mm3 de béton. Le poste électrique, donc dans tout parc éolien, il y aura un transformateur au milieu, et c'est pas un petit truc, parce que là, il fait 42 mètres au carré de large, et il est 51 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est un gros morceau. Donc il y a plusieurs étages et une piste d'hélicoptère au-dessus. Donc là pareil, bon, c'est des gros bateaux qui viennent avec les matériaux pour mettre les cailloux au fond sur les câblages. Ça c'est un système de charrue. Ça enfuit le câble à un endroit, enfin ça fait un sillon et ça rebouche par derrière en fait. Donc là on peut le faire que dans des zones où c'est sablonneux. D'accord. Donc ça se fera sur une partie du raccordement entre le parc éolien et Fromentine, la grande plage de Fromentine. Mais avant de passer ça, il faut quand même déjà tout araser, y compris les dunes sous-marines, pour que ça soit à peu près plat. Donc voilà, là on voit la carte où c'est les 2 câbles qui vont rejoindre le continent. Parce qu'à chaque fois il y a 2 câbles. Et en fait en bleu, donc c'est les zones qu'on peut peut-être ensouiller ou mettre des protections externes. Et puis les zones jaunes, c'est les seules zones qu'on peut ensouiller. D'accord. Là c'est sûr à 100%, mais le reste c'est ensouillage et ou protection externe. Ça, ils ne savent pas trop encore. Ouais, voilà le type de bateau qu'on aura. C'est des bateaux qui se auto-élévateurs. Ça permet de stabiliser le temps de faire les forages et surtout de mettre en place les éoliennes. Donc voilà les types de bateaux. Donc avec les câbliers, il y a un grand rouleau de câble au milieu qui est déroulé. Les parcs éoliens font des effets barrières sur l'axe nord-sud de migration des oiseaux. Donc si les 6 projets prévus à l'heure actuelle sur les côtes atlantiques font 6 effets barrières. Si on saucissonne les études d'impact, on ne peut pas avoir d'effet global. Et puis, il y a d'autres activités en mer qui sont perturbantes, et ça, c'est pour le milieu sous-marin, c'est l'extraction de granulats. Donc là, les parcs éoliens, pareil, Ieux-Noirmoutier et celui de Saint-Nazaire. Entre les deux, ça c'était la concession qui voulait donner pour l'extraction de granulats marins, mais qui a été rejetée. Et en orange, c'est les concessions actuelles d'extraction de sable. Donc quand on sait que ces 2 projets font chacun 83 km², il faut voir un peu l'impact de l'extraction de sable. Donc c'est là où aujourd'hui on se bat pour pas que la mer soit industrialisée. Donc c'est un ensemble, c'est prendre les effets cumulés de toutes les activités industrielles en mer
qui serait judicieux de prendre en compte pour estimer l'impact réel. Bien évidemment que ça va avoir des incidences sur un... Donc il faut vraiment se poser la question. Moi, quand j'en ai parlé à des politiques, ici et puis et ailleurs, à l'Assemblée nationale, ils m'ont dit, en particulier des politiques qui sont plutôt de mouvance écolo, ils m'ont dit, mais Tiffaine, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Moi je veux bien, mais en général, moi quand je fais une omelette, elle est proportionnelle au nombre de personnes qui viennent manger chez moi. Là, on a un projet qui est complètement surdimensionné. Donc c'est la première question que l'on doit se poser sur des projets comme ça, qui ont un fort impact écologique, c'est de se dire, mais attendez, est-ce que c'est utile? À quoi ça va servir? À qui ça va servir? C'est ça la question. Si ça détruit plus que ce n'est utile, quel est le bénéfice à faire ces projets-là? On nous alerte aujourd'hui, puisque sur les plages hollandaises, on retrouve tout un tas de mammifères morts sur les plages qu'on ne voyait pas avant. Est-ce qu'on a envie que les sabias, ça devienne un cimetière pour dauphins? Il y a pendant la période de travaux et puis pendant la période d'exploitation. Donc pendant la période de travaux, c'est le bruit, et puis c'est les eaux troublées, donc qui vont faire fuir les poissons. Le bruit, j'en ai parlé aussi sur les mammifères marins. Il y a un certain nombre d'espèces qui ne doivent pas apprécier le bruit non plus. Le bruit généré par les éoliennes. Donc ça, c'est un document qu'on trouve aussi dans l'enquête publique. On voit très bien qu'au pied de chaque éolienne, il y a quand même un bruit. Alors là, on est sur 55 à 60 décibels qui seront générés. Et autour, on descend de 45 à 50 décibels. Donc, quand on nous dit que le poisson aime bien les récifs artificiels, multiplié par 62 éoliennes, je vais m'en avoir. Et on voit que ça, très très loin, ça touche quand même l'île Dieu. Donc là, on est inférieur à 30 décibels. Et on nous dit que le vent, quand il y a du vent, les éoliennes font du bruit, forcément il y a de la mer, donc ça masquera le bruit des éoliennes. Et il y a certaines personnes qui disent, oui, mais à des endroits où il serait abrité du vent, est-ce que vous ne l'entendrez pas? Donc ça, c'est une question, on n'a pas les réponses. Hein. Non, on n'a pas les réponses. On n'a pas d'éolien encore en France, donc, enfin éolien offshore. L'éolien en France, c'est à peu près 30 milliards de subventions. Sur les 7000 éoliennes qu'on a mis en France, qui ont eu un coût faramineux, l'éolien terrestre, là je parle, hein, on voit aujourd'hui que finalement le bénéfice, il est de zéro quasiment. Enfin, faut vraiment se poser la question, est-ce que cet argent-là ne peut pas servir autrement pour effectivement toujours être dans la transition énergétique, mais de manière pensée, réfléchie, intelligemment, avec les habitants. Au niveau de l'environnement, on a beau dire que ça sera une zone poissonneuse parce que c'est un effet récif, c'est valable pour des blocs de béton qu'on immerge, c'est valable pour une épave qui va être là, qui va attirer le poisson, parce que tout ça, c'est des éléments qui sont inertes dans l'eau, qui ne font pas de bruit. Des éoliennes, 62 éoliennes qui font quand même 160 mètres de diamètre et qui tournent. Je me demande à voir s'il n'y aura pas de la vibration dans l'eau et si vraiment ça attire le poisson. En Angleterre, ceux qui sont allés à Liverpool dans les marins, ils n'étaient pas convaincus. Certains ont réussi à parler à quelques marins qui ont dit que les crustacés et les poissons étaient plus petits qu'avant. Déjà, il faut un certain délai pour que le poisson revienne. Il faut quand même penser que c'est pas pour rien, hein. Ces parcs-là, c'est une concession de 20 ans. Donc ça veut dire que dans 20 ans, on doit les enlever, ces éoliennes. On le voit déjà sur les éoliennes terrestres, on ne sait pas enlever les blocs de béton dans le sol. La loi française oblige, je crois, à enlever sur 1 mètre, 1,50 m de profondeur, et ça s'arrête là. On nous a donné un prix de démantèlement qui est valable aujourd'hui. Mais dans 20 ans, le coût de la main-d'œuvre ne sera pas le même, et le coût du démantèlement ne sera pas le même non plus. Ça, on le sait, on a vu en 15 ans déjà, voire 20 ans, le prix de la main-d'œuvre doubler. Donc si le prix de démantèlement et les conditions de recyclage de tous ces matériaux augmentent encore, et bien forcément, ce prix ne vaut rien. Pour enlever l'éolien ancré, c'est encore plus impactant que pour le mettre. C'est-à-dire qu'on va à nouveau désenrocher, à nouveau
bouger tout le sol, enfin sur des kilomètres et des kilomètres carrés. C'est quand même un parc qui fait 4 fois et demi l'île-Dieu, hein, plus de 80 km carrés. Donc sur plus de 80 km carrés, on va à nouveau rebouger, etc. Donc ça veut dire que ces récifs, soi-disant naturels, c'est pas naturel, c'est récifs artificiels, peut-être qu'on les aura dans 200 ans. Sur l'ensemble des parcs éoliens qu'on a dans le nord de l'Europe ou qu'on a en Écosse, il n'y a pas de récif naturel. Je ne sais pas d'où vient, ça me fait penser moi à une rumeur urbaine, vous savez, c'est une rumeur, c'est quelque chose comme ça qu'il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, puis hop, ça devient accepté par tout le monde, sauf qu'on n'a aucun fait, on n'a aucun élément factuel qui atteste de cette éventualité. Et il est également prévu de mutualiser les raccordements des parcs éoliens en mer pour alléger les coûts d'investissement, ce qui signifie que les parcs existants, les premiers parcs, risquent fort d'être étendus, agrandis, ce qui pourrait être le cas de celui de Vieux-Noirmoutier s'il est réalisé, dans la mesure où il n'occupe que environ 80% de la surface qui lui était allouée initialement. Alors après, au niveau écologique, en effet, aujourd'hui, on ne sait pas recycler les pales. Tout ce qui est, c'est du fibre de verre. Tout ce qui est matériaux composites se recycle très mal. Donc dans toutes les enquêtes publiques, c'est bien noté. Je l'avais lu dans celle de Belle-Île pour le projet des éoliennes flottantes Belle-Île-Groix. C'est noté noir sur blanc, ça sera enfoui. On ne sait pas quoi en faire. Jusqu'à un certain temps, on arrivait à les revendre d'occasion, les éoliennes, en Afrique ou dans les pays de l'Est. Aujourd'hui, c'est fini. Ils veulent les mêmes technologies que nous et voilà. Donc on les enfouit. Récemment, dans un magazine, je crois que c'était Bâti Actu, on disait même que ça partira en cimenterie. Et en fait, dans les fours, pour faire chauffer, je ne sais plus si c'est du calcaire, pour faire du ciment, il faut un combustible. Et on pense mettre les pales d'éoliennes dans ces fours pour les faire brûler. Je ne suis pas sûr que l'impact écologique soit là. Voilà, aujourd'hui, on pense que l'éolien va régler un problème au niveau du climat, en baissant les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas pour la France au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la production d'électricité. Donc si après c'est pour fermer du nucléaire, aujourd'hui on peut très bien démontrer que 14 000 MW d'éolien, on n'a pas fermé un seul réacteur alors qu'on aurait pu en fermer 14, sur le papier. Donc on se rend bien compte que finalement la puissance installée ne correspond pas, comme c'est dit, à la puissance qui sera produite pour un certain nombre de foyers, puisque les éoliennes dépendent du vent. Donc c'est une énergie renouvelable, oui, mais très intermittente. Et c'est vrai que sur ce projet-là spécifiquement, j'ai du mal à trouver des choses positives sur ce projet. Je pense que comme l'a dit justement Nicolas Hulot, ce projet, il a été mal zoné, qui n'a pas été pensé réellement avec les habitants, qu'il a plutôt été imposé. Plus j'avance et que je découvre ce projet, et plus je vois en fait les aspects qu'on a volontairement cachés. Ce n'est pas un projet écologique. On a reçu un ancien ministre de l'écologie à l'Île-Dieu qui nous l'a clairement dit, qui s'est dit oh là là, je vais peut-être m'attirer les foudres de guerre, mais au moins il a eu le courage de la vérité. Ce n'est pas un projet écologique, c'est un projet financier. Donc si les gens sont d'accord de servir les actionnaires d'Engie ou les actionnaires des grands groupes Siemens, Gamesa et autres, alors là, ok. Voilà. Moi, personnellement, je ne souhaite pas payer en plus de l'électricité, je ne souhaite pas avoir une facture qui augmente ou payer des taxes pour servir des actionnaires. Mais c'est mon choix. Peut-être qu'il y a des gens sur l'île-Dieu qui ont envie de servir des actionnaires. Peut-être, hein, qui ont envie de participer de l'enrichissement des plus riches. Je ne sais pas, c'est peut-être un projet que certains ont.
Un autre sujet de préoccupation, c'est le coût de ce projet, que je pourrais qualifier de scandale financier et pour les finances publiques. C'est un problème d'affectation des finances publiques. C'est un projet qui va coûter très cher aux contribuables. Alors, quelques chiffres. Le coût de l'électricité produite par ce parc serait 3 fois supérieur au prix de l'électricité que les opérateurs achètent aujourd'hui sur le marché de gros de l'électricité. Il est 50% plus élevé que ce que le gouvernement écrit noir sur blanc dans la programmation pluriannuelle de l'énergie sur le coût de production de l'électricité des parcs éoliens en mer. C'est un projet de 2 milliards d'investissements, ça financé par le consortium, et qui obtiendrait 4 milliards de subventions publiques pendant 20 ans. Pour les 6 projets, ça fait 25 milliards sur 20 ans. 25 milliards pour des projets qui ne duraient que 20 ans. Donc avec 4 milliards de subventions publiques, c'est-à-dire s'il faut mettre si la collectivité nationale doit financer la transition énergétique, on peut se poser la question de l'affectation prioritaire et la plus utile à la fois pour la transition énergétique et pour diminuer les effets de serre, et puis que si le contribuable doit mettre la main à la poche, qu'au moins ça lui profite sur sa facture, ses dépenses courantes d'électricité. Donc là, en fait, le contribuable français va mettre la main à la poche, mais le coût de l'électricité va être renchéri. Bon. Si je reprends l'exemple du parc éolien de Yeun-Noirmoutier et des 4 milliards de subventions, avec 4 milliards, que pourrait-on faire puisque le consortium dit que la production serait l'équivalent de la consommation d'électricité de la population vendéenne, et bien avec 4 milliards, on pourrait donner quasi 14 000 euros à chaque foyer vendéen. 14 000 euros pour financer une pompe à chaleur, la rénovation de l'habitat. Bon, ces 14 000 euros, c'est à comparer avec les 2-3 000 euros ou 4 000 euros qu'on obtient pour la rénovation de l'habitat ou pour l'installation de pompes à chaleur. Globalement, l'État dit on donne de l'argent pour les économies d'énergie. C'est vrai, mais c'est à comparer avec l'argent public qui est donné pour le développement des énergies renouvelables. Emmanuel Macron, dans une allocution fin novembre 2018, où il présentait la programmation pluriannuelle de l'énergie, a dit on a un vaste plan de 9 milliards d'euros pour les économies d'énergie. Je n'ai pas compris si c'était 5 ou sur 10 ans, c'est l'un ou l'autre, mais c'est un plan de 9 milliards. Par comparaison, chaque année, 7 ou 8 milliards d'euros vont aller pour financer le développement des énergies renouvelables. À mon sens, l'énergie la moins chère et la plus propre est celle qui n'est pas consommée. Donc on aurait tout intérêt à réaffecter ce qui est prévu, les financements prévus pour le développement des énergies renouvelables, en affecter une partie sur les économies d'énergie. La priorité, si c'est la diminution des effets de serre, de l'effet de serre pour essayer de lutter contre le changement climatique, c'est d'affecter, c'est de diriger l'effort vers les plus grosses dépenses énergétiques que sont le bâtiment et les transports qui représentent 70% de la consommation d'énergie en France. Je suis contre le nucléaire qui, à terme, à mon sens, trop risqué, devrait être supprimé. Mais si on raisonne en termes d'urgence, l'urgence, c'est de diminuer la consommation de produits pétroliers.
Donc les efforts sont à porter sur les économies d'énergie et de consommation de produits pétroliers. En tout cas, sur le plan économique et social, il y a eu beaucoup de choses d'annoncées, en termes d'emploi, etc. Puisqu'il y avait 80, je crois, emplois annoncés pour les îlets. Alors ça peut être important pour l'île-Dieu quand on sait que l'île-Dieu a quand même il y a quand même pas mal de gens au chômage et on sait aussi qu'il y a une économie qui est quand même beaucoup et de plus en plus basée sur le tourisme. Donc c'est pas une économie qui est pour les gens qui vivent à l'année sur l'île-Dieu, c'est quand même pas forcément simple. Aujourd'hui, quid de ces emplois? Il y en aura peut-être, alors de 80 on est passé à 40, de 40 on est passé à 20 et aujourd'hui on entend qu'il y aura peut-être 2 emplois pour des îlets. Voilà. Faut quand même savoir que pour intervenir sur une éolienne en technicien, puisque c'est le principal métier, hein, ça va être l'entretien. Pour intervenir, il faut avoir une formation de cordiste, voilà, il faut être capable aussi d'intervenir sur des hauteurs importantes. Et puis il faut une formation de technicien de maintenance. Technicien de maintenance, ça veut dire sortir d'un bac ou d'un bac professionnel déjà système de maintenance industrielle et ensuite avoir une formation au minimum de 2 à 3 ans. Donc ça veut dire qu'il faudrait commencer à former les gars là, parce que sinon ça va être mort, ils ne seront pas prêts. On aura forcément des gens de l'île-Dieu qui seront dans, soit en tant que marins pour emmener les techniciens sur place. On connaît déjà 1 ou 2 techniciens qui souhaitent avoir une place sur ce projet et ça on les comprend, s'ils peuvent se rapprocher de leur famille, c'est normal. Maintenant, sur les 25 emplois, il ne faut pas rêver, hein, il y aura des gens de tout horizon et pas sûr que tout le monde ait envie de s'installer sur une île, surtout que c'est pas l'hiver où il y a le plus de maintenance parce qu'il faut pouvoir accéder au mât. Et quand la mer est formée, sur les marins vous le diront, on n'accoste pas n'importe où. Donc aujourd'hui dans l'enquête publique, on a vu que le consortium proposait des logements à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. S'il n'y avait pas la possibilité de faire des logements à l'île-Dieu. Parce qu'on sait très bien qu'à l'île-Dieu actuellement, pour ceux qui travaillent sur l'île, c'est très difficile de se loger. Les loyers sont très chers, ils sont assez rares, enfin les logements locatifs. Pour construire, c'est compliqué. Donc là, si on fait venir 125 emplois, c'est encore une autre paire de manches de devoir loger toutes ces personnes. Donc après, on se demande pourquoi le consortium éolien propose Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Est-ce que c'est parce que on n'est pas loin d'une gare SNCF, donc pour emmener les techniciens sur le Tréport, ça sera plus rapide? Ou est-ce que c'est parce que voilà, ils peuvent aussi bien faire la maintenance au départ de Noirmoutier qu'au départ de l'île-Dieu, mais il faut prendre la Vendéenne qui, elle, ne fonctionne que à peu près 6 mois de l'année, quoi, à peine. Donc il y a beaucoup de questions dans tout ce qu'on peut trouver dans l'enquête publique qui est passée l'année dernière, en mai 2018, sur l'île-Dieu. Sur un plan économique et social, alors on nous a dit qu'il y aurait des gens qui viendraient visiter le parc éolien. On a des parcs éoliens, que ce soit au Danemark, que ce soit en Hollande, il faut aller dans les pays nordiques, que ce soit en Écosse. Les gens vont pas, il n'y a pas de visite de parc éolien. Ça représente un danger. Donc oui, on peut éventuellement venir les voir de loin, mais les gens ne viendront pas exprès voir les parcs éoliens. Enfin ça c'est quand même, c'est aberrant de pouvoir dire des choses comme ça. Enfin les gens qui viennent à l'île-Dieu, ils viennent pour l'île-Dieu. Parce qu'il fallait fallait les répartir un peu sur la côte atlantique. On en a quand même déjà 4 en Manche. Et en Atlantique, devant Saint-Nazaire, qui est quand même un port industriel, ça posait peu de problèmes, à part quand même quelques communes très touristiques. Et après, l'île-Dieu, c'était quand même problématique. Mais comme l'a bien expliqué aussi monsieur le maire, il y a 10 ans, on était quand même dans un contexte économique qui était très compliqué, y compris pour les marins, pour le bâtiment,
Donc à un moment, il fallait trouver des débouchés pour avoir du travail. Et ça, les promoteurs éoliens, ils le comprennent très bien. Vous voyez, l'éolien terrestre, on l'implante sur des zones agricoles. Parce qu'avec la baisse des aides de la PAC, eh ben, les agriculteurs doivent trouver des revenus. Et on va souvent chercher les éleveurs, les producteurs laitiers ou les éleveurs bovins, parce que c'est eux qui ont sûrement le plus de difficultés. Donc on implante des éoliennes sur leur terre avec aujourd'hui les conséquences que l'on connaît. Donc depuis l'installation du site éolien, on est rendu à 347 animaux morts, toutes catégories confondues. Vaches, bœufs, génisses d'élevage et veaux. Et au niveau de l'éolien offshore, eh ben, on est allé devant des ports qui avaient également des difficultés. Donc devant Saint-Nazaire, ça tombe bien puisque il y avait un partenariat avec Alstom, je crois. Donc ça c'est quand même pas mal. Et puis on est quand même devant un site industriel. Et au niveau de l'île-Dieu, on sait très bien que la pêche a beaucoup baissé ces dernières années. On avait, par ce projet, il y avait quand même une solution de repli pour certains marins, puisqu'on aura besoin de 2 bateaux, je crois, ici, et un bateau à Noirmoutier pour faire les va-et-vient avec le site. Donc aujourd'hui, on nous parle de 125 emplois. Bizarrement, pour le projet de Saint-Brieuc, le promoteur du parc de Saint-Brieuc parle de 40 emplois. Pour le même nombre d'éoliennes, je suis assez surpris de la différence de maintenance qui va être effectuée entre les 2 sites. Donc soit il y a quelque chose qui ne correspond pas, soit là aussi les promoteurs ont bien joué leur jeu, ils ont promis beaucoup d'emplois et c'est là-dessus que forcément les élus sont très soucieux. Alors il y a effectivement des personnes qui ont dit qu'elles avaient peur parce que leur fils était en train de construire une maison, parce qu'il n'avait pas envie d'être embêté. Mais si c'est ça, c'est grave. Si c'est ça, c'est très grave. Si les gens vivent dans la peur, c'est très grave. Aujourd'hui, en France, en 2019, c'est très grave. Parce que ça veut dire qu'il y aurait quelques personnes qui auraient suffisamment de pouvoir pour faire peur aux gens. Mais ces personnes-là qui ont suffisamment de pouvoir et qui pourraient éventuellement faire peur aux gens, un jour, elles vont partir ailleurs, et qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas avoir peur, au contraire. Il faut s'engager, il faut s'investir. Il faut se rendre compte que ce petit joyau là que l'on a de 23 km², eh bien, il y en a qui s'en foutent de ça. Je veux dire, les actionnaires d'Engie qui sont à l'autre bout de la France, qui ne savent pas où est l'île-Dieu et qui s'en foutent et qui ne mettront jamais les pieds, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils vont gagner 7% de plus de dividendes grâce à ce projet. Enfin, faut que les gens se mettent ça en tête, quoi. C'est une histoire d'argent. C'est tout. Donc on peut pas laisser 1% les plus riches du monde prendre toute l'humanité. Alors au niveau national, le projet, faut savoir qu'il a été lancé en grande pompe en juin 2018 par Emmanuel Macron, avec beaucoup de surprises. Il venait en Bretagne, on n'était pas au courant d'ailleurs de sa venue surprise, mais il aime bien faire des surprises aux gens. On voit bien, waouh, regardez, je vais tous vous sauver, puis en fait non. Parce que c'est notre projet! Donc là, il venait en Bretagne et là, à la surprise de tout le monde, même de Nicolas Hulot visiblement, il a annoncé qu'il y a 6 projets éoliens qui verraient le jour d'ici 2020, 2021, 2022. Il avait même des dates, c'est-à-dire c'est formidable parce que nous on apprenait en fait pour certains que des projets allaient sortir de l'eau, mais lui il avait même la mise en service, il avait même la date de mise en service. Donc ça c'était en juin 2018. Donc au niveau national, il y a eu un peu un lever de bouclier, quoi. En particulier des associations aussi de protection, que ce soit du littoral, mais que ce soit aussi des associations de protection des oiseaux migrateurs ou des chiroptères, parce qu'il y a quand même des incidences de ces projets.
Donc normalement, il faut qu'il soit pensé avec tout le monde. Et là, on avait un président de la République qui annonçait le lancement de 6 projets éoliens offshore. Alors c'était la semaine où il recevait Merkel, si on s'en souvient bien, il recevait Angela Merkel. Et on sait comment la coopération entre les États se font, et en particulier au niveau des États européens, comment les États se soutiennent les uns avec les autres. Et c'est vrai que la semaine d'avant, Angela Merkel, on avait pu lire dans des journaux allemands, Spiegel ou Bild, qu'en fait elle avait annoncé le sauvetage de l'entreprise Siemens Gamesa, qui était très en difficulté. Donc il faut savoir que cette entreprise, elle est une des entreprises les plus performantes en termes de turbines éoliennes. Voilà. Donc, sans vouloir faire des raccourcis, voilà, sur un plan juste chronologique, on a une semaine où on apprend que Siemens Gamesa est en difficulté et risque de licencier plus de 2000 Allemands. La semaine suivante, Angela Merkel est invitée par Emmanuel Macron à venir en France. Et à la fin de la semaine, Macron annonce qu'il y a 6 projets éoliens offshore qui vont voir le jour en France. Et on apprend que sur ces 6 projets éoliens offshore, la principale entreprise qui va mener ces projets, c'est Siemens Gamesa. Oh oui, au niveau de l'enquête publique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'envers. Il y a eu une enquête publique et après, bien après l'enquête publique, on a découvert que le CNPN, donc Comité national de la protection par la nature, qui dépend quand même du ministère de l'Environnement, a émis un avis défavorable sur ce projet. Donc pourquoi ça vient après l'enquête publique? Si on nous l'avait dit avant, il y aurait peut-être plus de gens qui seraient intéressés à cette enquête publique. Pareil pour le zonage. À l'enquête publique, on nous a dit, même Nicolas Hulot l'a dit un petit peu avant, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, a dit certainement que les projets ont été mal zonés. C'est quand même vraiment dommage de dire ça au moment d'une enquête publique, alors qu'on sait très bien qu'il y a des problèmes pour les pêcheurs, pour le visuel, parce que nos projets offshore ne sont pas comparables aux projets éoliens offshore en mer du Nord, qui eux sont à 50 km ou devant des zones portuaires ou industrielles. Le projet Île-Dieu Noirmoutier, ce projet d'éolien offshore, il concerne d'abord les habitants ou les amoureux de l'île-Dieu et de l'île de Noirmoutier. Et c'est à eux qu'il faut demander d'abord l'avis. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce projet? C'est pour ça que je ne comprends pas que les élus n'aient pas initié un référendum d'initiative populaire, mais tel qu'il est dans la loi. Et puis on pourrait faire un référendum local. Rien n'empêche des élus de pouvoir vraiment solliciter la population, mais pas juste avec 2-3 sondages en ouvrant un faux débat public, mais d'organiser un vrai débat avec les arguments pour et les arguments contre, parce que là il y a eu beaucoup, au départ du débat public, il n'y a eu que des arguments positifs, on ne présentait pas les aspects négatifs du projet, mais là vraiment comme ce qu'on peut faire en Suisse en disant aux gens, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, si les gens décident effectivement que c'est un projet qui leur convient, eh bien ok, mais on voit aujourd'hui que d'un côté, on a une municipalité, à l'Île-Dieu en particulier, on a une municipalité qui nous dit que tout le monde est d'accord, et puis quand on discute avec les gens, soit ils ne sont pas au courant vraiment, soit ils disent « Ah ben non, nous on n'est pas d'accord ». Alors là, je comprends pas quoi. Je comprends pas d'où viennent les chiffres de la municipalité. Je comprends pas. Surtout que quand il y a eu, quand le débat public a été clos, il y a bien eu plus de 75% des personnes qui se sont positionnées contre ce projet. Ça veut bien dire que tout le monde n'est pas d'accord. Donc ils disent maintenant, les membres du consortium, ils disent maintenant que ah ben oui, mais c'est parce que ce sont les principaux opposants qui se sont déplacés et ceux qui sont d'accord ne se sont pas déplacés. Oh là, attendez. Quand on dit un truc comme ça, ça ressemble à de la manipulation. Faut faire attention quand même.